Bonjour tout le monde, bienvenue Romuald. Merci Céline, bonjour à toi, bonjour à tout le monde. Euh, Tu vas donc nous parler aujourd'hui du DU, du document unique 2020. Et donc la question de se poser, c'est pourquoi faire un document spécifique suite à 2020? Et deuxième question, c'est comment veux-tu procéder? Est-ce que tu veux dérouler ta présentation et les questions à la suite ou on fait les questions pendant? Non, bah, on va faire les questions en même temps, ça aussi, ce Comme sera tu plus veux, simple. on s'adapte. Comme ça, si vous avez les moindres questions, vous n'hésitez pas, on est là aussi pour échanger pendant les trois quarts d'heure qui viennent. On est aussi là pour échanger sur le document unique et voir un peu ben, actuellement qu'est-ce qui vous a demandé, donc réglementairement, et surtout qu'est-ce qui vous a demandé actuellement avec ben, la grosse pandémie qu'on est en train de vivre en ce moment et en plein milieu de laquelle on est. Tout à fait. Alors dis-nous tout. Donc je vous ai pas mis de plan, hein. Vous allez voir, on va commencer un peu par voir un peu la réglementation, juste pour reparler un petit peu de la réglementation et ce que vous risquez, ben, malheureusement, si vous n'avez pas de document unique de mis en place. J'ai rajouté une petite chose à la fin que je n'avais pas prévue, mais on va aussi parler un peu de la démarche de prévention des risques professionnels puisque étant intervenant en prévention des risques pro, je vais aussi dans les entreprises, moi, pour les aider, les accompagner, les former à mettre en place ce document unique et aussi à mettre en place de la démarche de prévention des risques professionnels, qui est aussi le but, une des étapes, en fait, que constitue le document unique d'évaluation des risques pro. Et enfin, on parlera rapidement, en fin de webinaire, on parlera un peu bah, de cette pandémie qui est en ce moment et donc, on évoquera deux, trois mots là-dessus. Ben voilà, qu'est-ce que vous avez à mettre en termes de documents uniques et en termes de prévention des risques propres vraiment sur le Covid-19 et le coronavirus. Alors, réglementairement, donc voilà quelques petites. Alors, je vous ai remis les articles de loi hein, qui vont contextuellement réglementer le document unique, hein, en sachant que le premier article de loi, qui est quand même l'article L4121-1 du Code du travail, c'est celui en fait qui vous demande, à partir du moment où vous êtes un chef d'entreprise, que vous avez au minimum, on va dire, un salarié, un apprenti ou même un stagiaire, hein, une seule personne qui travaille pour vous, ben, vous avez une obligation là, en tant qu'employeur de vous assurer de ce qu'on appelle en fait la santé mentale et physique de vos salariés. Alors, on va parler santé mentale, donc ça va être, on fera bien attention à tout ce qui est risque psychosociaux. On évoquera rapidement quelques petits risques, enfin quelques risques qui pourraient exister. Et donc, quand on vous parle de la santé mentale en tant que telle de vos employés, on parle vraiment de ce qui est risques psychosociaux et le fait bah, qu'on puisse avoir tout ce qui est dépression, burn-out, épuisement professionnel, etc. Donc, santé mentale et santé physique. Donc là, c'est tout ce qui va être risque ben, qui peuvent avoir un impact physique en fait sur votre salarié et qui pourrait ben, du coup induire un accident de travail Oh derrière. putain. Cher Merlin, Ah, Marie-Tartine. C'est bon. on a entendu un bon mot de Pascal. Donc voilà, c'est l'article principal, en sachant que les autres articles, c'est juste pour vous dire voilà, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans votre document unique et surtout, bah, voilà, votre document unique. Une chose importante, c'est que ce document unique d'évaluation des risques pro doit être comment dire, disponible en libre accès au niveau des salariés que vous pourriez avoir avec certaines coordonnées indispensables dedans. En particulier, on aura particulièrement tout ce qui est coordonnées donc de l'inspection du travail et de la médecine du travail. C'est fait aussi pour que bah, ils puissent y avoir accès directement et qu'ils n'aient pas besoin en fait de demander au chef d'entreprise ou à quelqu'un ou au CSE maintenant bah, d'avoir accès à ce document-là et qu'on ait entre guillemets aucune connaissance par rapport à qui va vouloir appeler l'inspection du travail ou la médecine du travail. Juste pour vous montrer un petit peu, voilà, si vous avez une absence de document unique, sachez que les peines vont être soit des peines de prison, soit des peines pécuniaires, en sachant qu'en termes de peines pécuniaires, vous risquez déjà jusqu'à 1500 euros d'amende. Alors attention, je parle de 1500 euros d'amende, mais là, ce qui est bien important à préciser, c'est que c'est 1500 euros d'amende par unité de travail. Ce qui veut dire que si vous avez une entreprise et que vous avez 5 unités de travail dans l'entreprise, vous faites 5 fois 1500 euros d'amende. Je tiens à le préciser parce qu'attention, en ce moment, les inspecteurs du travail ils sont dessus. Il y a eu des contrôles de réalisés là en Franche-Comté du côté du Jura où en fait ils ont bon alors c'est pas par rapport au Covid-19 hein, c'est un accident de travail qui a eu lieu sur un tâcheron au moment des fêtes de fin d'année et ils ont donc demandé en fait à la société qui utilisait le tâcheron d'avoir enfin ils leur demandaient leur document unique et ils leur ont demandé ce qu'on appelle un plan de prévention et ils ont fait pareil en fait au niveau de la société prestataire qui a fourni le tâcheron.
Et le problème, c'est que pour l'instant, la société n'a pas de document unique. Donc, du coup, elle risque 1 500 € d'amende au premier contrôle par unité de travail. Donc, si vous faites 5 fois 1 500, vous arrivez à du 7 500. Et si malheureusement vous êtes en cas de récidive, on dit 6 000, mais des fois, ça peut aller jusqu'à 9 000. Donc, si vous êtes à 9 fois 5, ça fait 45 000 € d'amende, ce qui risque de coûter quand même assez cher et de vite grever une trésorerie d'une PME ou TPE. Là, je vous ai, voilà, en fait, ça c'est vraiment, en termes de document unique d'évaluation des risques pro, c'est réellement, si vous êtes contrôlé par l'inspection du travail et qui rapplique, et puis c'est ce qui va se passer avec cette histoire de Covid et de coronavirus, en fait, ce qu'on va vous demander, c'est d'avoir 3 choses. L'inspecteur du travail va venir vérifier 3 choses au niveau de votre document unique. La première, c'est est-ce que déjà vous avez identifié et inventorié l'ensemble des risques professionnels qui peuvent exister par unité de travail qui concerne votre entreprise. Donc, unité de travail, ça peut être, ça peut être si vous prenez une entreprise, ça peut être soit le secteur, enfin pas le secteur, mais les situations en fait de travail, comment dire, oui, ça va être les situations de travail dans lesquelles vous allez avoir un ou plusieurs employés qui vont pouvoir se retrouver et sur lesquels en fait il existera des risques professionnels. Donc, cette obligation que vous avez déjà, c'est d'identifier ces risques professionnels et de les inventorier. Là, vous avez fait qu'une première étape. La deuxième étape, c'est ce qu'on va voir tout de suite après, c'est d'évaluer en fait ce qu'on appelle la dangerosité des risques professionnels. Et donc, on a tendance à vous dire que ce soit les acteurs externes ou nous, les IPRP, on a tendance à vous dire de les identifier et de les évaluer, en fonction de 2 critères. Le premier, c'est la gravité. Donc, ça veut dire, est-ce que le risque va être plus ou moins grave? Est-ce que ça peut aller jusqu'au décès ou est-ce que ça va juste être bénin? Typiquement, ça peut être, vous avez une personne qui va subir une chaleur parce qu'il va se retrouver, je sais pas, dans une situation, un environnement de travail chaud. Ça va pouvoir lui provoquer un problème au niveau, pas une insolation, mais juste un petit étourdissement. Il va vite un petit malaise et en fait, il va vite revenir et on n'aura aucun accident de travail. Donc, on sera vraiment sur du bénin. Par contre, vous allez pouvoir aller jusqu'au risque routier ou au risque incendie-explosion, où là, malheureusement, vous allez avoir la possibilité d'avoir le décès d'un salarié. Et si vous avez le décès d'un salarié et qu'en plus vous n'avez pas de document unique, ça va vous coûter extrêmement très cher, puisque ça va vous coûter l'amende, mais en même temps, vous aurez un risque pénal, puisque c'est le code du travail et c'est un texte de loi qui n'est pas respecté. Et donc, du coup, vous risquez de faire une peine de prison ferme ou avec sursis. Souvent, ça peut aller jusqu'à la ferme. Et donc, il va vérifier si vous avez cherché donc, à évaluer la gravité. Et ensuite, le deuxième critère qu'on va vous demander d'évaluer, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Donc, ça va être un critère, c'est-à-dire est-ce que le risque il arrivera. Alors, on a tendance à les graduer de 1 à 4 en disant, c'est un critère qui va arriver une fois de temps en temps, une fois dans l'année, pas plus. Donc, ça va être, il existe, il est là. Mais c'est pas un risque, ça va pas être un risque professionnel extrêmement important et extrêmement fréquent. Après, on a tendance à dire en notation 2, on va mettre une fois par mois, après on va aller sur une fois par semaine. Et la plupart des risques, malheureusement, la plupart vont être sur du journalier, puisque quand vous prenez du risque routier, par exemple, on va être sur du journalier, ils vont prendre la voiture tous les jours, sauf en période de pandémie où on est en plein Covid, où là vous avez du télétravail. Et du coup, on aura une fréquence de journalière avec le risque qui existe tous les jours. Et la troisième chose qu'on va vous demander, que l'inspecteur va vous demander, c'est de vérifier que vous avez bien planifié en fait vos actions correctives. Donc ceci, c'est un plan d'action et ce plan d'action va être défini par la direction avec ce qu'on appelle le groupe de copil, enfin le copil, donc le groupe de pilotage et puis le groupe de travail. Et là, avec les salariés, vous allez décider quelles sont les actions correctives que vous pourriez avoir à mettre en place. Ça peut être l'achat de matériel, d'équipements de protection individuelle, ça peut être ou alors ça peut être juste faire des formations, type formation risque incendie électrique, où là, vous avez de toute façon dans le Code du travail une obligation qui est de former l'ensemble de vos salariés, de former vos salariés à tout ce risque incendie électrique et surtout à l'utilisation d'extincteurs et à savoir qu'est-ce qu'ils ont à utiliser comme extincteur sur quel type de feu. Et donc, ceci va se retrouver en fait dans votre document unique. Et donc, une fois que vous avez identifié et inventorié les risques professionnels par unité de travail, le deuxième but, ça va être en fait d'évaluer vos risques. Et quand je vous dis d'évaluer les risques, c'est ce que je vous disais, vous avez 2 critères que vous allez devoir coter. Le facteur de gravité qui va être souvent noté, on va souvent le coter de 1 à 4. Alors, vous pouvez faire la cotation que vous voulez, c'est entièrement, il n'y a pas d'obligation, vous avez, entre guillemets, pas d'obligation d'avoir 1, 2, 3, 4, ça peut être 1, 3, 5, 10, enfin c'est comme vous voulez. C'est à vous de décider, en termes d'entreprise et de chef d'entreprise et au niveau du groupe de travail, c'est à vous de décider quelle est la cotation que vous allez donner au facteur de gravité comme au facteur de fréquence.
Donc, nous, on a tendance, en étant IPRP, de vous dire, bah voilà, nous, on les code de 1 à 4, chacun. Alors, comme je disais, le 4, par exemple, ça va être la gravité 4, ça va être le décès. Ça va être du banal, ou alors ça va être en 2, bah, peut-être qu'on a un accident de travail. Et en 3, ça va peut-être être le fait qu'il y ait une incapacité temporaire ou permanente et un handicap permanent, en fait, au niveau de vos salariés. Et la fréquence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le 4, on le met souvent sur journalier. Le 1, on va le mettre sur une fois par an, hein, un risque qui existe, mais qui est extrêmement rare et qui a très peu de fréquence d'arrivée. Le 2, ça va être quand c'est, par exemple, ils vont avoir ce risque-là qui va exister, on va dire vos salariés 1 fois, 2 fois par mois. Et quand ça va être 1 à 2 fois par semaine, ben là, par contre, on va le mettre sur du 3. Et une fois que vous avez fait ça, donc une fois que vous avez évalué votre risque, c'est bien. Vous avez évalué la fréquence et la gravité des différents risques professionnels. Et après, le but, c'est de chercher en fait la criticité du risque. Et donc, pour ceci, vous allez utiliser cette échelle-là qui va vous donner, en fait, vous mettez la gravité en… Alors, attendez, que je ne me trompe pas. La gravité, vous allez la mettre en ordonnée. Hop, ouais. Et la fréquence d'exposition, vous allez la mettre en abscisse. Et donc, si vous êtes sur, par exemple, une fréquence en 4, donc journalière, vous allez être… Oui. Ah, ça a sonné. C'est mon téléphone qui a vibré, excuse-moi. Ah, mais c'est pas grave, Céline. Du coup, vous aurez la fréquence d'exposition. Ben voilà, vous êtes en 4 par exemple et vous êtes en gravité. Ben, on est sur un risque routier, donc il est tous les jours, il existe tous les jours. Et on peut aller au décès. Ben, du coup, vous allez être 4 en fréquence d'exposition ici. La gravité, vous allez être en 4. Et quand vous allez multiplier les deux facteurs, vous allez avoir en fait ce qu'on appelle la classification et donc la criticité du risque pro. Et vous allez arriver sur du 4 x 4, donc sur du 16. Ça vous permet d'avoir 3 choses. Le vert, le critère vert qui est un critère, voilà, il est bien, il est pas, il est tolérable, hein, c'est un mineur, il y a un risque mineur, il n'y a aucun problème. Le risque jaune qui va être un risque moyen, et donc là on commence à devenir un peu quand même, ça devient un peu critique vis-à-vis aux salariés. Et le rouge, ben là on est vraiment sur les critères critiques, et là on a vraiment une problématique qui se pose. Alors c'est pas parce que vous êtes sur du vert qu'il n'y aura pas d'action corrective ou une mesure de prévention à mettre en place. C'est pas parce que vous êtes sur du rouge que vous aurez quelque chose à faire. Je m'explique, quand vous allez mettre une action corrective en place sur du risque routier, je ne vois pas trop ce que vous allez pouvoir faire. On va être sur du 16. Seulement, ce que vous allez faire, c'est mettre en place, ou que ça soit déjà mis en place, ce qu'on appelle des mesures de prévention. Et ça va être par exemple de la signalisation, ça va être de l'affichage sur tout ce qui est risque routier. Et là, vous avez avec l'INRS, le site de l'INRS, vous avez pas mal d'affichage en fait, d'affiches qui existent. Il y a d'ailleurs une nouvelle campagne qui a été faite par eux en novembre 2019, de l'année dernière, où en fait on avait 3-4 affiches qui étaient sorties et ça nous permettait de signaler à nos salariés, aux entreprises qui avaient des salariés, ça permettait de leur signaler, attention, vous avez des risques routiers qui existent. Par exemple, vous venez en vélo. Ça arrive qu'il y en a qui viennent en vélo. Quand ils viennent en vélo, bien leur rappeler qu'il faut qu'ils soient visibles sur la route. Donc, pour être visible sur la route, c'est déjà le casque, pour éviter de se taper la tête et peut-être de faire un trauma crânien et peut-être de décéder derrière. Mais c'est surtout de se signaler vis-à-vis des autres automobilistes. Et donc, ça va être tout ce qui est gilet réfléchissant, les lumières, etc. Et mettre en fait des habits réfléchissants qui permettent, quand on est en début de journée ou en fin de journée, en hiver et qu'il fait nuit, qu'il soit visible des autres automobilistes. Il y avait aussi une autre affiche qui était vraiment une affiche sur tout ce qui était risque routier et qu'on voit beaucoup avec la sécurité routière en ce moment. C'est toute cette partie, on va dire, sur l'utilisation du portable au volant, qui est quand même un gros branle-bas de combat en ce moment. On voit pas mal d'accidents qui sont dus à ça et il est extrêmement important de rappeler, et c'est pareil quand vous êtes chez des entreprises de routiers, c'est ce que je fais, il est extrêmement important de leur rappeler qu'il est strictement interdit dans la prévention routière de conduire en regardant son portable, en faisant des textos, mais également en interdiction de regarder des films. Et il y en a pas mal des routiers qui ont tendance à se dire, voilà, moi je roule, je connais la route, c'est bien, je suis sur une autoroute, c'est monotone, je suis tranquille, il n'y a que 2 ou 3 voies, je vais me regarder un film en même temps, sauf que la vigilance n'y est plus. Et il est extrêmement important en termes de chef d'entreprise, quand on est dans tout ce qui est routier, bien de leur dire attention, ne regardez surtout pas des films. Déjà, vous risquez une amende avec des retraits de permis, des retraits de points de permis, mais malheureusement, si vous avez un accident et qu'en face, vous tuez une famille avec des petits-enfants, vous l'aurez sur la conscience. Et le chef d'entreprise qui n'aura pas mis en place, ce document, qui n'aura pas mis en place cette signalisation, l'aura aussi sur la conscience et ça peut faire très mal au niveau de la conscience. Donc, ceci, ça vous permet de montrer à l'inspecteur du travail que vous avez bien identifié les différents risques professionnels qui peuvent exister, mais surtout que vous les avez évalués et que vous avez cherché à savoir quels étaient les risques les plus critiques par rapport aux autres. Une fois que vous avez fait ça, donc, on vous demande de mettre 2 choses aussi dans votre document unique. Donc, c'est tout ce qui est action de prévention et les plans d'action corrective. Donc, l'action de prévention, c'est vraiment une action qui est mise en place et qui va vous permettre en fait de prévenir
et d'éviter l'apparition du risque professionnel. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça peut être un achat de chaussures antidérapantes, ce qui fait qu'on va éviter toute la partie du risque qui va être le risque de chute et débouchement, ou alors le risque si vous êtes dans une boucherie ou dans un local où il y a de la découpe, des choses comme ça et du petit matériel manuel. Il faut aussi éviter que malheureusement un couteau pointu, aiguisé puisse tomber sur le pied de l'employé, se planter dans le pied, dans le dessus du pied ou dans les orteils et puis avoir une blessure au niveau du salarié. Assurer l'entretien des sols, donc là c'est pareil, c'est l'entretien vraiment régulier, c'est faire du nettoyage. Quand vous avez des accès extérieurs, c'est faire attention à tout ce qui est nettoyage de deux chemins, faire attention donc à ce qu'il n'y ait pas de carrelage ou de pas japonais ou de choses comme ça qui soient dégradées et que malheureusement, on ait le salarié qui puisse trébucher au-dessus, qui puisse chuter. Ne pas oublier la pharmacie. Alors là, c'est pareil, la pharmacie, vous avez, dans le Code du travail, vous avez une obligation, un texte de loi qui vous définit, qu'est-ce qu'il doit y avoir exactement dans la pharmacie ou la trousse de premier secours. Et donc, vous avez l'ensemble des choses qui doivent y être, bien sûr, en faisant attention à ce que ça soit aussi avec des dates de validité bonnes et que ça ne soit pas périmé. Affichage des numéros d'urgence, alors ça, c'est une obligation qu'on a. J'ai tendance à me dire, ils sont censés les connaître, les salariés. Et pas plus tard que semaine dernière, j'ai fait j'ai fait de la prévention des risques pro avec une boîte en visio. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, quand j'aurais posé les questions sur les numéros d'urgence, je me suis rendu compte qu'en fait, ils ne les connaissaient pas. Quand j'aurais demandé de m'appeler les pompiers, ils ne pouvaient pas me dire quel était le numéro. Si, je t'assure. Quand j'aurais demandé comment on appelait la police, j'ai dit comment vous faites pour police secours ou voilà, comment vous faites pour appeler la police secours. Il y en a un, il m'a dit 22. J'ai dit pourquoi 22? Et là, il me dit 22 les v'là. Ouais. Et là, on se dit quand même, c'est juste un petit affichage, c'est pas grand-chose, qui est obligatoire, mais qui malheureusement, on est en train de se dire, mais qui doit être quand même, il y en a qui ne les connaissent pas encore. Et c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit si vraiment il y avait eu un problème, qu'il avait fallu une agression ou quelque chose et qu'il fallait appeler la police, ils m'auraient fait le 22. Bon. Après, voilà, je comprends qu'il y en a qui ne les connaissent pas, mais là, c'est aussi le chef d'entreprise, c'est aussi à notre rôle, nous, de chef d'entreprise, de faire attention à ce qu'ils les connaissent et de connaître ces numéros d'urgence et que s'il y a le moindre problème, alors je dis, mais si vous avez malheureusement un gars qui arrive qui agresse quelqu'un ou qui arrive avec un couteau pour une quelconque raison et qui commence à agresser quelqu'un, comment vous faites? On appelle le 22. Je dis oui, mais le 22, vous n'aurez personne. Donc, à un moment donné, à vous de les connaître. On a quand même ces risques-là qui sont extrêmement importants maintenant, qui peuvent arriver un peu partout. On a vu ce qui s'est passé là, avec le risque des deux policiers de Colombes. Donc, on se dit, mais à un moment donné, il faut aussi, il faut que si nous, on ne connaît pas les numéros, il y a un incendie, qu'est-ce qu'on fait? Vous appelez le 18. Et si c'est quelqu'un qui se sent mal, vous appelez le SAMU. Le SAMU, vous les appelez avec quel numéro? Ils ne savaient pas non plus. Je dis, là, c'est aussi... Quelle est cette entreprise qu'on n'y aille pas? Après, puis comme j'aurais expliqué, c'est aussi du personnel. Et à un moment donné, ne pas connaître le 15 et le SAMU, si ça arrive en personnel avec un arrêt cardiaque ou un AVC et qu'on a 3 minutes pour réanimer, à commencer à faire la réanimation et à pouvoir les prévenir, on se dit, si vous n'êêtes pas au courant du numéro d'urgence et du numéro 15, on se dit, mais ça fait peur. Pour info, nos enfants les apprennent en maternelle. Donc, il y a un petit souci quand même. Donc, voilà aussi le rôle qu'on a en termes de chef d'entreprise et de faire attention que tous ces numéros d'urgence soient connus et qu'on n'ait pas de quelconque problème et que ça puisse nous arriver et nous retomber dessus. Alors, le but aussi de ce document unique, donc je vous disais, c'était d'évaluer, d'identifier ces différents risques pro et de les évaluer et de mettre en place un plan d'action. Mais nous, on part du principe aussi qu'une importance de ce document unique, c'est surtout que vous valorisiez dans son ensemble les différentes mesures de prévention que vous auriez mises en place ou que vous souhaiteriez mettre en place. Vous avez déjà mis, la plupart des entreprises, quand on arrive, on leur demande ce qu'ils ont mis en démarche de prévention, on dit on n'a rien mis, alors qu'ils ont déjà mis des choses extrêmement importantes. Ça peut être de la signalisation, de l'affichage, affichage de marche antidérapante, etc., sol antidérapant. Et il est extrêmement important que tout ceci soit valorisé et que vous démontriez, entre guillemets, que voilà, vous avez mis en place des actions de prévention. Et ce qui est important aussi, c'est que toute cette démarche de prévention va aussi être... on en avait parlé un peu la dernière fois avec les normes ISO, quand on avait fait un premier webinaire dessus, et on avait parlé d'une norme qui s'appelait la norme ISO 45001, qui commence à devenir assez importante et qui peut devenir malheureusement contractuelle, puisque c'est une norme qui nous permet de prouver qu'on a mis en place la démarche de prévention des risques pro et de la sensibilisation sur tout ce qui est risque professionnel. Et ce document unique, en fait, est une obligation
réglementaire. Et dans cette norme, de toute façon, si vous n'avez pas de document unique, c'est un prérequis. Donc, sans document unique, c'est même pas la peine d'aller dans ces certifications. Et malheureusement, si ça devient contractuel et que ça commence à être demandé par certains clients, les entreprises vont être obligées d'aller dessus et puis de se dire mon document unique, entre guillemets, il est là, il existe. Et ce n'est pas un document qui est, entre guillemets, mis pour les beaux yeux de l'inspecteur ou de la médecine du travail, mais que c'est vraiment un document qui existe et qu'on va faire vivre tout au long de l'année, en sachant que ce document, ce que je vous disais tout à l'heure, il doit exister. Mais il y a une autre obligation importante qui est dans les 4 articles que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est que ce document unique d'évaluation des risques pro doit être en fait mis à jour annuellement au moins une fois dans l'année. Alors moi, j'ai tendance à vous dire, vous avez 3 possibilités. Vous le mettez à jour, on va dire, à la date anniversaire du document, donc à la date à laquelle vous l'avez créé. Mais bon, ce n'est pas toujours l'idéal. Ou vous la mettez en cas d'accident de travail, puisque c'est sûr que si vous avez un accident de travail, il y a de fortes chances que l'inspecteur du travail rapplique derrière pour faire une enquête, pour vérifier si vous avez mis ce document et si vous avez mis les démarches de prévention, enfin la démarche de prévention des risques. Et troisième chose, c'est s'il y a un nouveau, il y a un cas spécial, enfin un événement spécifique ou spécial, hein. Vous rachetez par exemple une nouvelle machine ou alors vous avez un nouveau risque qui apparaît pour une quelconque raison, là du coup vous le rajoutez dedans et au moins vous faites une mise à jour de votre document et l'inspecteur se rendra compte que votre document unique en fait n'est pas mis une fois comme ça, juste pour une fois comme ça, pour dire que vous l'avez mis, que vous ne le suivez pas du tout et qu'il est mis dans un tiroir et qu'il ne vit pas du tout. Et là aussi, le but, c'est qu'en ce moment, malheureusement, il risque d'y avoir pas mal de contrôles sur cette partie document unique d'évaluation des risques pro avec toute cette pandémie Covid-19, où on a certaines choses en termes de chef d'entreprise d'obligation à mettre en place. On voit ce qu'a annoncé Édouard Philippe-Pierre. Hein, il annonce encore 3 semaines a priori, donc le confinement jusqu'au 11, il déconfine le 11, mais il annonce encore du télétravail à privilégier par les chefs d'entreprise. Donc, toute cette histoire de télétravail devient une unité de travail en tant que telle, même si c'est du télétravail, on va dire, qui n'est pas habituel, mais qui est dû à une certaine situation. Oui. Et donc, du coup, il va falloir avoir une unité de travail, définir quels sont les risques. Et là, vous verrez que vous allez avoir beaucoup de RPS, puisqu'on a quand même de l'isolement. Hein. La personne se retrouve complètement toute seule chez elle. Elle se retrouve avec la vie perso et la vie privée qui peuvent se retrouver combinées, qui peuvent se retrouver à s'entremêler les deux. Donc, c'est jamais évident. Il va se retrouver peut-être qu'ils vont se retrouver avec les enfants, ils vont travailler avec les enfants. Enfin, il y a toutes des choses qui font qu'il y a un moment donné, les risques psychosociaux et les risques mentaux risquent d'être importants. Et sans compter que derrière, on a toute cette partie, on va dire, de risque quand on va sortir du déconfinement. Enfin, quand on va sortir du confinement, on a toute cette partie de déconfinement qui risque de poser problème. Et il faut aussi penser à tout ça. Et c'est ce que je leur dis déjà maintenant. Attention, pensez bien. Alors, on vous préconise en tant qu'IPRP de faire au minimum une fois par an, ou voire une fois tous les 2 ans, au moins une fois par an, ou une fois tous les 2 ans, de faire ce qu'on appelle une enquête RPS et vérifier, est-ce qu'il n'y a pas des risques psychosociaux et des facteurs qui expliquent un RPS qui existe, qui serait là, qui pourrait malheureusement amener des salariés jusqu'à l'ATS, à la tentative de suicide, et jusqu'à malheureusement un décès potentiel. Ouais. Alors, je vous préconise, ça, par rapport à ça, excuse-moi de te couper pour avoir vécu, tu le sais très bien, c'est quelque chose que l'entreprise doit faire à peu près tous les combien? Alors, il n'y a pas d'obligation en tant que telle on vous demande de mettre en place des mesures de prévention contre les RPS. Donc, nous, on vous préconise en tant qu'IPRP, une fois par an, ça serait bien. Après, vous n'avez pas toujours les moyens de le faire une fois par an. Donc, moi, je serais tenté de vous dire, l'idéal, ça serait d'utiliser, si vous l'utilisez un externe, puisqu'il y a un regard extérieur par un IPRP, ça serait peut-être de le faire une fois tous les 2 ans. Et peut-être, si vous voulez, alors moi, c'est ce que je préconise aux entreprises avec lesquelles je bosse en ce moment, une fois tous les 2 ans avec une personne extérieure pour emmener un regard externe sur l'entreprise. Et une fois par an, voir, alors soit pendant les entretiens individuels, commencer à en parler un petit peu avec le chef d'entreprise, et pourquoi pas utiliser aussi tout ce qui est médecine du travail, qui ont un rôle là-dessus. Oui, tout à fait. Et qui, malheureusement, ils ne sont pas là juste pour nous expliquer ce qui ne va pas dans l'entreprise. Il y a des moments où il faut aussi les aider, les utiliser pour nous accompagner et nous aider à mettre en place toute cette partie RPS, qui est quand même un des gros risques maintenant qui existe et qui peut être assez grave. Et avant, vous n'aviez pas d'obligation de les avoir dans le document unique. Et il y a quelques années, c'est arrivé et maintenant, on vous oblige à le mettre en place. Donc, si vous avez un document unique qui existe et que malheureusement, ces risques professionnels, enfin ces risques psychosociaux pour la santé mentale des employés n'existent pas, vous êtes sûr que là, vous allez vous prendre en pleine face l'inspecteur du travail, il ne va pas vous le payer. Donc, j'ai tendance, c'est ce que je leur dis, une fois tous les 2 ans, moi, j'en ferai un vraiment en externe pour avoir un regard complètement extérieur. On sait que les salariés aussi auront peut-être plus de facilité à parler à quelqu'un extérieur.
que de venir voir son chef d'entreprise ou son manager et lui dire ce qui ne va pas, et surtout si c'est des problèmes qu'il y a avec la direction ou des problèmes d'ambiance au niveau des équipes. C'est jamais évident à ce qu'ils le sortent. Donc une fois tous les ans, puis une fois par an, voilà, quand le chef d'entreprise ou le manager fait l'entretien individuel, l'entretien annuel, ben voilà, en parler quand même, et puis voilà, parler de l'ambiance, parler un peu des rythmes. Est-ce qu'il y a de la surcharge professionnelle, enfin des surcharges de travail, des choses comme ça, qui pourrait expliquer que on serait sur un début de RPS et un début de mauvaise santé entre guillemets mentale de l'employé, et qui pourrait aller jusqu'à son décès. Et là derrière, on serait quand même mal de voir ça. Et moi, en termes de chef d'entreprise, je pense que voilà, je me dirais qu'est-ce que j'ai loupé, Oui. pourquoi j'ai loupé ce Normalement, truc-là, oui. et on est d'accord. Et par rapport à ça, juste une petite parenthèse, si vous connaissez quelqu'un qui encadre une équipe ou qui a des salariés dans ce cadre-là qui ont des soucis, il faut surtout, et que l'entreprise freine des cas de fer, veut cacher ça sous le tapis, il faut vraiment encourager les managers à voir la médecine du travail, ils sont là pour les aider. La médecine du travail est vraiment formée par rapport à ça et va pouvoir les aider. C'est du vécu, donc je peux transmettre du vécu. Voilà. Fin de la parenthèse, on revient à ce que tu disais. Pour revenir à ta parenthèse, j'ai eu le même vécu, donc Mm. je remercie moi la médecine du travail Ouais, qui moi m'a aussi. aidé à sortir de où j'étais, et qui m'a aidé à sortir de ce. Alors j'en étais pas à l'ATS, hein, mais c'était tellement voilà, il y avait des choses qui faisaient que je partais au boulot, la boule au ventre, j'étais pas super bien quand j'y allais, et puis quand on se retrouve pendant 1 an et demi à ne plus dormir, on se dit à un moment donné il faut faire quelque chose. Mm. Et la médecine du travail, ils sont aussi là pour nous aider, les salariés, les managers, à nous aider voilà, à définir ça et à mettre un point, enfin à mettre un nom là-dessus, hein, puisqu'on a tendance à ne pas se dire que, enfin on se dit ouais, c'est peut-être moi qui suis pas bien, c'est peut-être moi qui ai un problème, et c'est peut-être pas. Mais en fin de compte, il y a un moment donné, on se rend compte avec la médecine du travail que ça vient pas que de nous, et qu'il y a bien quelque chose qui l'explique. Alors il peut y avoir des problèmes personnels, hein, on est d'accord. Ça peut être un cumul entre perso et pro, mais à un moment donné, il faut aussi voilà, mettre ça en Mm. évidence, et puis faire attention. Et puis vis-à-vis du chef d'entreprise, c'est pareil, hein, il faut aussi que, à moins qu'il veuille y avoir le décès d'employés qui soit suicidé Oui. sur le mental, enfin sur la conscience, mais bon, j'ai des doutes qu'il y en ait beaucoup qui le veuillent. Donc ça, c'est vos actions de prévention. Et après, donc c'est tout ce qui est action de correction. Donc là, c'est quelque chose qui va vous permettre de réduire ou d'éliminer le risque professionnel. Et en particulier, ça peut être, par exemple, ça m'est déjà arrivé d'avoir des entreprises où ils sont dans des laboratoires de fabrication. Et là, ils ont des carrelages qui sont un carrelage qui est cassé à tous les endroits, et ça les choque pas. Ouais. Sauf que si vous avez un gars, s'il tombe, qui se casse un bras ou une jambe, encore, vous allez me dire, c'est qu'un accident de travail, c'est qu'une cassure, qu'une fracture. Sauf que, comme je leur dis, s'il tombe de mauvaise façon, et que malheureusement il a la tête qui tombe, enfin il se tape la tête contre du béton ou contre une machine en fer, il fait un trauma crânien derrière, on a une possibilité de décès. Donc c'est C'est pareil, il vaut moyen. mieux faire attention. On C'est est clair. d'accord. Et donc là, c'est la troisième chose que va vérifier l'inspecteur du travail, c'est vraiment que vous ayez mis en place ce plan d'action. Et comme je vous disais tout à l'heure, hein, tout est obligatoire, et si le plan d'action n'existe pas, malheureusement, vous êtes aussi amendable, puisque vous avez un plan d'action à mettre en place. Là, je veux juste faire un petit point qui n'était pas trop prévu dans ce que j'avais prévu, mais je voulais parler un peu des acteurs externes, puisque j'en parle beaucoup en SST, et comme on vient de dire comme tu viens de dire, Céline, la médecine du travail est extrêmement importante. Il y a d'autres Mm. personnes qui sont extrêmement importantes. L'inspecteur du travail, hein, toujours penser à se retourner vers lui. C'est pour ça qu'on vous dit il y a 2 coordonnées indispensables à mettre dans ce document unique, et auquel doit avoir accès le salarié. C'est cette inspection du travail, et si possible, directement le nom de l'inspecteur ou de l'inspectrice duquel vous dépendez, avec un numéro de téléphone ou un mail. La CARSAT, alors ça c'est pareil, quand je passe dans les entreprises pour faire de la démarche de prévention des risques pro, c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent. Mais la CARSAT, Bourgogne-Franche-Comté, qui nous se trouve à Dijon, hein, avec laquelle je travaille en tant qu'IPRP, elle a des missions. Alors elle ne va pas venir vous amender, on est bien d'accord, elle n'est pas là pour vous faire des contrôles et vous amender sur des choses. Par contre, elle a un rôle extrêmement important, c'est qu'elle a le droit de vous inciter, enfin, elle est là pour vous inciter à mettre de la démarche de prévention des risques pro, et donc à améliorer les conditions de vie de travail, les conditions de travail de vos employés. Je suis passé dans une boîte il n'y a pas longtemps, on a fait un audit. Alors vous pouvez par exemple passer par un IPRP, un intervenant en prévention des risques pro, pour faire des audits TMS, des audits RPS ou des choses comme ça. Et derrière, ça vous permet aussi de dire, voilà, j'ai fait un audit, je me suis rendu compte qu'il y avait tel ou tel problème qui apparaissait dans mon entreprise ou sur tel ou tel poste. Je décide de mettre telle ou telle mesure de prévention en place, et après, vous avez le droit de demander à la CARSAT de vous financer une partie. Alors,
Bien sûr, il y a des dossiers à monter, on est bien d'accord. Hein. Ils ne donnent pas ça gratuitement, ils ne font pas ça facilement. Mais ils peuvent vous donner des aides en fait, financières pour vous permettre de mettre en place de la démarche de prévention des risques pro et vous aider du coup à les mettre en place. Donc, il est extrêmement important. Alors, il y a la CARSAT pour tout ce qui est privé et pour tout ce qui est métier agricole ou qui ont un lien avec le métier agricole, avec l'agriculture, ça va être ce qu'on appelle la MSA. Donc, la médecine du travail et donc les deux autres. Oh là, les deux autres importants, c'est l'INRS. Alors ça, je vous le conseille, utilisez. Moi, j'utilise beaucoup avec mes formations. C'est tout ce qui est l'Institut national de la recherche et de la santé. Et donc là, il a vraiment, en fait, vous avez un site, le site de l'INRS qui est super. Moi, je le trouve super bien, qui vous fait des dossiers complets sur les différents risques professionnels qui peuvent exister et sur, du coup, qu'est-ce que vous pourriez mettre en termes de prévention. Et là, par exemple, vous regardez, si on parle de la pandémie Covid-19, coronavirus, vous avez deux dossiers qui ont apparu il y a 2 semaines, avec un sur la pandémie en tant que telle, avec donc toutes les parties, qu'est-ce que vous devez mettre en place. Ça peut être déjà mettre en place les gestes barrières, le gel hydroalcoolique, le lavage des mains. Et en fait, ils vous mettent ça pour un peu tous les domaines de l'entreprise. Et il y a un moment donné, on vous en parle aussi pour tout ce qui est cantine ou restauration que vous pourriez avoir collective. Et on vous préconise d'avoir des allées, d'avoir une entrée et une sortie bien sûr différenciée pour éviter que les gens se croisent et surtout de séparer les tables. Et on a une préconisation qui est de leur dire, à l'employeur, c'est de lui dire, attention, vous avez des gens qui mangent dans le même restaurant, dans la même cantine ou dans le même local. Essayez de voir avec eux pour qu'ils privilégient d'emmener, on va dire, leurs couverts, leurs assiettes, etc. Et qu'on ait du coup une épidémie, enfin, une contamination. C'est ça, une propagation moindre du virus. Donc, je trouve que vous avez tout ça, vous avez vraiment les différents risques pour chaque métier qui peuvent exister, l'ensemble des risques, et vous avez des gros dossiers dessus avec des affiches, de la signalisation. Donc, je trouve que le site de l'INRS est extrêmement important. L'IPRP, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc c'est un consultant externe. Alors, l'avantage de l'IPRP, attention, c'est qu'il est reconnu et il est certifié, enfin, certifié, c'est un grand mot, mais il est reconnu par la directe, donc par l'inspecteur, par toute la direction régionale, dont fait partie l'inspection du travail. Donc, du coup, c'est vrai que quand vous passez là avec un IPRP, vous avez, on va dire, une certaine qualité, enfin, une crédibilité un peu plus importante que si vous passiez par un consultant externe qui n'avait pas été reconnu IPRP. Et la Bourgogne-Franche-Comté, tout ce qui est Champagne-Alsace, Champagne-Ardenne, ont mis en place ce qu'on appelle des réseaux d'IPRP. Et vous pouvez aller sur les réseaux et puis vous verrez en fait des différents noms des IPRP qui peuvent exister suivant les endroits où vous êtes. 2 acteurs internes extrêmement importants dans la SST, donc dans la santé et sécurité au travail, c'est la direction et les opérateurs. Hein, donc c'est également important. Il faut que la direction soit impliquée. Mais bien que la direction soit impliquée, à un moment donné, il faut aussi qu'on arrive à impliquer et à sensibiliser, donc à rendre cette implication du salarié. Car malheureusement, c'est aussi les salariés qui connaissent le mieux leur travail, donc il est extrêmement important qu'ils soient dedans. Là, c'est vos responsabilités, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, 2 types de responsabilités. Vous avez la pénale et la civile. La civile, c'est vraiment quand vous devez réparer un dommage et causer un tiers. Donc, ça va être l'obtention de dommages et intérêts par réparation matérielle ou une somme d'argent. Et par contre, vous avez tout ce qui est comportement qui est contraire à la loi. Là, vous avez malheureusement un texte de loi qui n'est pas respecté, dont la mise en place du document unique. Et donc là, vous avez vraiment la peine d'emprisonnement qui peut arriver et le versement d'une amende, comme on disait tout à l'heure. Donc, 1 500 € d'amende minimum par unité de travail. Et vous pouvez aller jusqu'à 6 à 9 000 en cas de récidive. Et si malheureusement vous avez un décès, là, vous risquez de la peine de prison et souvent la peine de prison. Là, je vous ai juste remis un peu, donc voilà, juste pour vous parler rapidement de la démarche de prévention des risques pro. Donc, le document unique en fait partie, c'est une des étapes. Mais c'est juste pour vous montrer un peu les 9 principes généraux de la prévention sur lesquels repose la démarche de prévention. Et je vais surtout vous les montrer avec ce diagramme-là, où en fait, on a 9 principes. Le premier, c'est d'éviter les risques. Donc là, par exemple, vous vous rendez compte, c'est 2 situations où on a en fait 2 gugus. Le même monsieur qui a un escabeau tout simple et qui a un escabeau avec des garde-corps et des rambardes, ce qui lui permet en fait d'éviter peut-être, enfin, de prévenir le risque de tomber avec les garde-corps. Et s'il peut monter avec une rambarde ou alors avec une rampe, au moins il se tient et on sait que s'il trébuche, au moins il peut toujours se rattraper avec la chose. Le deuxième principe, c'est ce qu'on vient de voir, donc c'est vraiment l'évaluation des risques pro, et donc c'est mettre en place ce document unique d'évaluation des risques pro et prévenir vos employés, leur dire qu'il existe, leur dire où il est, leur donner les modalités d'accès et de bien leur expliquer qu'il est accès en libre service, libre service, en libre accès plutôt, 24/24. Combattre les risques à la source, c'est le numéro 3. Donc là, ça par exemple, vous avez de la poussière, on va vous dire, mais mettez plutôt une haute qu'un équipement de protection individuelle. Alors on va être vraiment sur du collectif. On appelle des équipements de protection collective. Et là, vous allez collectivement protéger tout le monde. Alors que si vous mettez un masque,
anti-poussière, vous allez le protéger individuellement, mais les poussières sont toujours là. Donc, l'idéal, c'est d'enlever ces poussières, de les éliminer directement à la source. Adapter le poste de travail, donc là, c'est vraiment de l'ergonomie de travail. Donc là, c'est par exemple la personne qui est au secrétariat, on voit qu'on a une certaine ergonomie à faire pour qu'elle soit pas, qu'elle n'ait pas l'ordi 30-40 cm au-dessus de la tête, avec des sièges ergonomiques, une position confortable, qu'elle n'ait pas besoin de tirer le dos, enfin, etc. Tenir compte alors ça peut être aussi le cas de quand vous êtes en caisse, vous avez les hôtesses de caisse, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais souvent on les met, si elles travaillent le matin et l'après-midi, on les met souvent le matin en caisse impair et l'après-midi en caisse paire pour qu'elles n'utilisent pas toujours la même épaule et les mêmes bras, et ainsi prévenir en fait tout ce qui est problématique de TMS au niveau de l'épaule et donc de tendinite. Tenir compte de l'évolution technique. Donc là, c'est pareil. Il y a des bureaux. Là, on a le cas d'une secrétaire ou d'une personne qui est au bureau, qui a quand même un bureau beaucoup plus confortable. Donc, on est encore sur de l'ergonomie. Protéger tout ce qui est, enfin, remplacer ce qui est dangereux par ce qu'il est moins. Donc là, c'est tout ce qui est peinture, par exemple, tout ce qui est produits chimiques. Faire attention, il y a des pictogrammes de problématiques, enfin, des pictogrammes de chimie. On va remplacer tout ce qui peut être malheureusement dangereux par ce qu'il est moins. Planifier votre prévention. Donc là, c'est ce que vous allez mettre en place, mesures de prévention qui existent ou que vous allez mettre en place. Ce que vous disiez, prendre des mesures de protection collective. Et surtout, dernier principe extrêmement important, c'est de donner des instructions aux travailleurs qui soient au courant de ce qui existe dans l'entreprise et de les modes opératoires, les modes de fonctionnement pour travailler, etc., pour qu'ils sachent comment ils doivent travailler quand ils ont des EPI à utiliser. Si on prend l'exemple du 6 avec le produit chimique, l'important, c'est d'avoir ce qu'on appelle des fiches de sécurité sous la main et de leur donner ces fiches de sécurité pour qu'ils sachent comment ils ont à utiliser le produit et surtout qu'est-ce qu'ils ont à mettre en termes d'équipement de protection individuelle. Les enjeux donc, de cette prévention, c'est répondre à cette réglementation, malheureusement. C'est aussi de la responsabilité, ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc, c'est réduire les risques d'ATMP et toutes leurs conséquences, qui peuvent être des coûts indirects et des coûts directs. Un coût direct, c'est tout ce que vous allez cotiser auprès de la CARSAT et de la CRAM, etc. Et tout ce qui est indirect, c'est qu'à un moment donné, vous allez perdre du temps parce qu'il va falloir recruter, il va falloir faire du recrutement. Donc, ça va coûter très cher. Améliorer les conditions de travail afin de favoriser le dialogue social et surtout améliorer ce qu'on appelle la marque employeur, donc l'image de l'entreprise, qui va être donc un facteur d'attractivité vis-à-vis des jeunes. Et surtout, quand on voit tout ce qui nous sort en ce moment, les jeunes, avec tout ce qui est environnemental et sociétal, on se dit que les conditions de travail, on aura beau leur donner de l'argent, mais à un moment donné, il va aussi falloir qu'ils aient des conditions de travail bonnes. Et si on leur met des mauvaises conditions de travail, je ne suis pas sûr qu'ils viennent travailler. Pas que les jeunes, Romuald. Pas que les jeunes. Maintenant, c'est… Moi aussi, j'ai envie d'avoir des bonnes conditions de travail. On est d'accord. Ce qui est normal. Après, on est tous pareils. Mais c'est vrai que je prenais ce cas-là parce que là, je fais beaucoup de cours avec non, mais c'est clair. Des formateurs, enfin une école qui est sur Belfort-Mulhouse. Et quand je fais beaucoup de RH en ce moment avec eux, je fais beaucoup de la partie démarche, tout ce qui est management de la qualité, la qualité dans le management des RH. Et quand on parle d'ISO 45000 et qu'on parle de ça, et j'ai tendance à prendre toute la partie RSE, responsabilité sociétale, et toute cette partie, quand on voit ce qu'ils ont sur l'environnement et tous les jeunes de 15-16 ans qui sortent dans les rues avec Greta Thunberg, on se dit qu'ils sont pareils. Ils ont la même chose sur tout ce qui est risque professionnel et maintenant, ça va être aussi un critère pour qu'ils viennent chez nous. Oui, ils sont plus sensibilisés et ils osent plus le dire peut-être que ce que nous, on faisait. C'est ça. Nous, on osait moins le dire. Et on osait moins l'évoquer auprès de nos patrons en disant « Ouais, mes conditions de travail ne sont pas bonnes, il faudrait peut-être les améliorer, sinon moi, je me barre. » Voilà. C'est la nouveauté, c'est la nouvelle génération. Moi, je trouve que c'est plutôt positif de ce qu'ils font, ce n'est pas négatif. Puis au moins, ça permet de faire avancer les choses et de mettre vraiment en place cette démarche de prévention. Donc, je trouve que c'est quand même c'est un bon… Ouais. Donc, juste pour finir, on en a déjà parlé tout à l'heure. N'oubliez surtout pas maintenant, tous les chefs d'entreprise, n'oubliez pas d'intégrer ce document dans votre document de toute cette partie Covid-19 et pandémie. Et donc, ce qu'on a pu en dire 2-3 mots, donc toutes ces mesures de prévention que vous mettez en place. Ça peut être du gel hydroalcoolique, ça peut être du savon, de l'eau savonneuse, ça peut être mettre en place au niveau de la cantine donc toutes ces mesures-là, toute cette partie du télétravail, etc. Et n'oubliez surtout pas du coup de faire cette évaluation et de l'introduire dedans et de valoriser toutes ces mesures de prévention qui ont pu être définies, type geste barrière par le gouvernement, mais au moins de les valoriser et de montrer que vous les avez mis en place, contrairement à peut-être d'autres qui ne l'auraient encore pas fait. Juste pour en conclusion, ce que je disais un peu tout à l'heure sur le risque professionnel, sécurité routière avec le risque routier, bien voir et être vu, c'est extrêmement important. Ça évite pas mal de problèmes, surtout quand on est en début de journée ou en fin de journée avec la nuit.
la luminosité est beaucoup plus, elle est descendante ou elle est absente. Donc là, il est extrêmement important qu'il soit visible. Et là, on a bien le petit Gugus là sur son vélo. Il nous manque quand même le casque, hein, ils ne lui ont pas mis, mais aussi tout ce qui est gilet réfléchissant hein, pour qu'il soit visible. Et j'ai tendance à finir avec cette petite photo que j'aime bien. La dernière fois, j'avais fini sur la qualité et l'affaire de tous. Et ben, on juge aussi en termes d'IPRP. Et ben, on vous dit la sécurité, c'est l'affaire de tous, comme on l'a vu. Hein. C'est aussi bien des acteurs externes que des acteurs internes. Et il est extrêmement important que voilà, vous, salariés, l'ensemble des salariés soient sensibilisés à ces risques professionnels et qu'ils se mettent là-dedans et qu'ils se disent bien, il n'y a aucun risque chez nous. Et je vois, moi, les boîtes où je passe, la plupart me disent, ouais, mais au tout départ du diagnostic, quand je leur demande, ils me disent, mais quels sont les risques qu'on a? Et quand on fait le document avec eux et qu'on met en place ces choses, là, ils se rendent compte qu'ils ont énormément de risques, plus ou moins importants, plus ou moins critiques. Et je suis fier quand à la fin, ils me disent, oui, en fin de compte, on avait beaucoup de risques qu'on n'avait pas identifiés, que grâce à ce document unique et à ce dispositif-là, on les a identifiés, on a été sensibilisés là-dessus. Et là, on se dit, au moins, ils sont tous impliqués dedans. Et là, ils comprennent que, à un moment donné, ce n'est pas que l'affaire de la direction, mais aussi leur affaire à eux de faire de la sécurité. Voilà, merci à vous. Merci. Avez-vous des questions? Merci. Ou tout est clair? J'espère avoir été clair quand même. Oui, c'était clair, oui. Clair, oui. Merci Stéphanie. Pas de questions? Il ne me reste plus qu'à te remercier, Romuald.